Bonjour John Leland. Tout Bonjour. d'abord, merci d'avoir accepté pour cet entretien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Angleterre, du Royaume-Uni, du Brexit et de ses conséquences sur la politique de l'Angleterre. Donc vous êtes docteur en philosophie à l'Université d'Oxford, vous avez enseigné à Paris 1, Marne-la-Vallée, Sciences Po, Paris 3 et maintenant l'ICES. Oui. Vous enseignez la science politique et l'histoire et vos recherches se regroupent autour de la philosophie politique, la géopolitique et le droit pénal international. À côté de vos recherches, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages tels que le Tribunal pénal international, History of Political Trials et La liberté des nations, qui sont vos principaux ouvrages. Oui. Récemment, vous avez quand même sorti un ouvrage, La grande réinitialisation, où vous avez étudié le cas du projet de Davos. Oui. C'est votre dernière publication. Oui. Voilà. Du coup, pour débuter cet entretien, pouvez-vous nous faire un petit tableau de ce qu'a été le Brexit ? Alors, il est difficile de faire un petit tableau puisque le Brexit est un sujet très vaste et dont l'histoire commence sans doute en 1948. Je donne des cours sur le Brexit et je fais commencer le récit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand il s'agissait de créer des structures européennes et où le Royaume-Uni, sous le parrainage de Churchill, qui était devenu, vous le savez, chef de l'opposition, avait créé, pas que le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni avait parrainé la création du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui est une institution intergouvernementale. Et cela était fidèle à une vision britannique qui s'est manifestée très tôt, qui s'est manifestée donc déjà dans les années 40. Une vision selon laquelle le Royaume-Uni veut bien sûr des rapports commerciaux étroits avec le continent, avec le reste de l'Europe, mais ne veut pas une Europe avec une finalité politique ou fédéraliste. Et dans mes cours, je dis toujours, et je m'inspire aussi beaucoup de ce que dit mon collègue Christophe Réveillard, je dis que la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui est l'annonce unilatérale d'ailleurs par la France de la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, est une façon de saboter le Conseil de l'Europe qui venait d'être créé 4 jours plus tôt. Et avec cet acte de sabotage, ou de marginalisation en tout cas, se profile un débat ou un différend qui va aboutir au Brexit beaucoup plus tard, entre une vision intergouvernementaliste, on va dire souverainiste de l'Europe, et une vision fédéraliste. La vision fédéraliste qui est appuyée bien sûr par le gouvernement français de l'époque, Robert Schuman, dont la plume est tenue, nous le savons, par Jean Monnet, les autres pays européens, bien sûr, les 6, et avant tout, je dirais, soutenus par les Américains, puisque les Américains sont dans le coup, et cette création d'une Europe supranationale qui est amorcée dès 1950, va de pair avec la création de l'OTAN, qui est créée en avril 1949, et qui acquiert d'ailleurs son commandement intégré à la fin de 1950. Donc tout cela constitue un ensemble, comme d'ailleurs le montre également la proposition française, elle aussi, de créer une communauté européenne de défense en octobre 1950, la fameuse CED qui ne verra jamais le jour. Tout cela fait partie d'un ensemble et nous pouvons dire, pour résumer ce qui est une très longue histoire, que entre les années 40 et 2020, quand le Brexit a finalement été réalisé, toute la politique et toute la problématique européenne du Royaume-Uni se résume à cela, au fait qu'il y avait une différence entre l'Europe que le Royaume-Uni voulait et l'Europe qui existait réellement, les structures européennes étant devenues bien évidemment supranationales et fédéralistes. Et donc le Brexit, c'est la tentative qui réussit finalement en janvier 2020 par les Britanniques de s'extraire d'une structure dont ils ne voulaient pas vraiment au début, puisque même en 72, 73, quand le Royaume-Uni adhère, le gouvernement britannique ne réussit à convaincre l'opinion publique qu'en minimisant le caractère politique du projet. Ce qui est fait aussi en 1975 quand les Britanniques votent de rester dans la communauté économique européenne.
La différence est donc entre l'Europe qui est réellement créée et celle que les Britanniques voudraient bien avoir. Cette différence devient insupportable au moment de Maastricht où la monnaie unique est créée et au moment où Lisbonne renforce encore, le traité de Lisbonne renforce encore les pouvoirs centraux de Bruxelles. Et c'est à ce moment-là, et pour d'autres raisons, que les Britanniques font leur référendum en 2016, qui est gagné bien sûr par les partisans du Brexit. Mais attention, même si l'histoire est très longue, elle est déjà très longue en 2016, elle devient plus intense encore entre 2016 et 2020, parce qu'il faudra non seulement un seul scrutin en 2016 pour acter le Brexit, il en faudra 3. Le référendum de 2016, les européennes de 2019 et les législatives de 2019. C'est-à-dire que pour ceux en France qui songent, qui rêvent d'un Frexit, il faudrait savoir que même dans l'hypothèse où il y aura un référendum en France sur l'adhésion ou non de la France à l'Union européenne, même si par miracle les partisans du Frexit devaient le gagner, l'histoire ne serait pas encore terminée, puisqu'il a fallu, je répète, 3 scrutins nationaux pour que le Brexit soit acté au Royaume-Uni. Concernant l'opinion publique, est-ce que les Anglais étaient divisés sur la question? Totalement, totalement. Et pas que des Anglais d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup parlé sur le fait que l'Écosse, par exemple, a voté pour le maintien, comme l'Irlande du Nord, le Pays de Galles a été favorable au Brexit. Oui, la totalité de l'opinion britannique a été divisée. Et je dis bien la totalité parce qu'après coup, les opposants du Brexit ont dit bah non, il n'y avait que des vieux, des mal éduqués, des gens sans diplôme, etc., qui ont voté pour le Brexit. Les exclus, les marginalisés. C'est d'ailleurs la lecture que fait Emmanuel Macron aussi et la classe politique française, que les Anglais se seraient tirés une énorme balle dans le pied ou même dans la tête en votant pour le Brexit. Emmanuel Macron confond le Brexit avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est la France périphérique qui se manifeste finalement, n'est-ce pas, qui se fait voir en portant un gilet jaune, qui autrement n'est pas vu, est invisible, cette France périphérique. Prétendre que le Brexit serait l'Angleterre périphérique, c'est complètement absurde. D'abord parce que le scrutin a fait l'objet d'un taux de participation absolument énorme, très au-dessus de 70%, 77 je crois, avec un nombre de votants supérieur à tous les autres scrutins nationaux de l'histoire anglaise. C'était vraiment une question très importante. Donc la question a mobilisé l'électorat comme jamais aucune question, même des législatives n'avaient pas vu autant de voix. Et les élections d'Angleterre mobilisent combien en termes de pourcentage d'Anglais en général? Ben, je crois que c'est aux alentours de 77, quelque chose, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'en termes de nombre de voix qui ont été, de nombre de bulletins qui ont été mis dans les urnes en 2016, ce chiffre est supérieur à celui de toutes les autres élections. Donc jamais autant de Britanniques ne s'étaient déplacés pour voter qu'en 2016. Et cela montre bien que la totalité de la société était impliquée dans le débat. Et même si on peut, bien évidemment, comme dans chaque événement, on peut voir des tendances, on peut dire que tel ou tel secteur de la population a voté comme ci et pas comme ça, mais ça, ce sont des statistiques qui, oui, décrivent peut-être, par exemple pour l'Écosse, on dit que 55% des Écossais ont voté pour le maintien. Cela est vrai, mais cela veut dire que 45% ont voté contre, ont voté pour le Brexit. Il en est de même pour les statistiques sociologiques. On peut considérer que les professionnels ont davantage voté pour le maintien que la classe ou les classes, on va dire, moins aisées, peut-être. Mais la réalité, telle que je la connais par mes propres accointances en Angleterre, c'est que la totalité de la société a été divisée. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des familles qui se disputaient, des couples mariés qui se disputaient, c'est-à-dire des gens qui venaient d'exactement la même couche sociale. Et le fait que, par exemple, pendant la campagne, 6 ministres en fonction ont fait campagne pour le Brexit, montre bien que les divisions sont montées jusqu'au sommet de l'État. D'accord.
on oublie complètement un rapport de classe ou quoi que ce soit. C'était vraiment une transcendance dans la société anglaise. Oui, encore une fois, on peut sans doute voir des tendances, mais il y avait, on a même soupçonné la reine d'avoir été favorable au Brexit. Enfin, je ne sais pas absolument pas s'il l'a été ou pas, mais ce n'est pas du tout impossible qu'elle l'ait été. Mais je pense que s'il l'a été, d'autres membres de la famille royale auraient été sans doute favorables au maintien. Simplement pour montrer que cela a divisé la société de haut en bas. Et concernant les médias, comment c'était? Est-ce qu'ils étaient tous pour un certain parti ou c'était quand même divisé? Alors, bien sûr, par disposition naturelle, la BBC et les autres médias, pas tous, mais de manière générale, étaient favorables au maintien. On me dit, j'étais déjà en France, donc je n'ai pas beaucoup regardé la BBC, mais on dit que la BBC avait quand même gardé la neutralité qu'elle devrait garder d'ailleurs tout le temps en matière politique, puisqu'elle est, comme c'est la télévision publique, elle a le devoir de ne pas prendre parti. Il paraît que sur la question du Brexit, elle s'était comportée de façon plus ou moins correcte. Donc les médias, je crois, globalement, sur cette question-là, n'ont pas été si mal que ça, n'ont pas été si terribles que ça. Et bien sûr, en ce qui concerne la presse écrite, mais ça c'est une constante, il y a malgré tout une assez grande diversité de points de vue en ce qui concerne la presse écrite. Il y a une partie de la presse écrite en Angleterre qui est quand même qui est plutôt, on va dire, plutôt conservatrice, plutôt patriote, etc. Très bien. Pour aller aux racines du problème qui était le Brexit, quelles sont les raisons, pas la raison, mais qui ont poussé les Anglais à vouloir faire sécession? Le point de rupture, les raisons, je dirais même anthropologiques. Il n'y a pas un seul point de rupture, il y a plusieurs raisons. Il y a bien évidemment les questions constitutionnelles. La souveraineté du Parlement est quand même un acquis dans la Constitution britannique depuis au moins le XVIIe siècle. L'Angleterre, à la différence de tous les autres pays européens, a une continuité institutionnelle et politique gigantesque. Le Parlement, la Constitution, d'une certaine manière, n'a pas vraiment changé depuis la fin du XVIIe siècle. Bien évidemment, elle change assez souvent, mais elle n'a pas connu de changements radicaux. Elle n'a pas connu de rupture, à la différence de la France. Cela est bien connu. Les partis politiques sont très anciens. Le Parti conservateur, par exemple, existe dans sa forme actuelle depuis 1830 et sous une autre forme depuis aussi le XVIIe siècle. Donc il y a une longévité institutionnelle absolument énorme. Et le principe de la souveraineté du Parlement et donc de la souveraineté nationale est très 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 ancré dans la conscience collective. Ensuite, il y avait bien sûr en 2016, il y avait un mécontentement, on va dire plus ou moins élevé vis-à-vis de l'Europe en général. L'Union européenne était déconsidérée comme s'ingérant trop dans les affaires intérieures, comme trop bureaucratique, etc. Il y avait bien sûr le facteur immigration, et à la différence de la France, pas seulement immigration extra-européenne, mais immigration intra-européenne, qui était très très importante à partir de 2004. Plombiers polonais, bulgares, roumains et autres. Des Bulgares, les Roumains, les Baltes sont venus par millions au Royaume-Uni. Donc cela est un phénomène sociologique de grande ampleur qui ne pouvait pas ne pas avoir d'impact sur l'opinion publique. Mais je dirais que le point fondamental, ce n'est ni la question constitutionnelle, ni les arguments, on va dire, plus immédiats comme l'immigration, c'est le fait que malgré les nombreuses faiblesses du Royaume-Uni, malgré les dérives que l'on peut identifier un peu partout en Europe, il y a une chose qui a été moins abîmée qu'ailleurs en Europe, c'est l'identité nationale. L'identité nationale, à la différence de tous les autres pays européens, sauf la Russie, est sortie non seulement indemne de la Seconde Guerre mondiale, mais renforcée. Et ça, c'est une différence absolument radicale entre le Royaume-Uni d'un côté et le continent de l'autre. Pourquoi? Parce que, nous le savons, pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les pays ont connu soit l'occupation et donc la défaite,
soit les deux. L'Allemagne a connu bien sûr la défaite, l'abomination morale, l'Italie pareil, enfin un peu moins l'abomination morale. C'était vraiment l'heure zéro pour l'Allemagne. La France a connu la défaite de 1940. Elle a connu bien sûr aussi la libération de 1944, mais aujourd'hui on se souvient davantage de la défaite que de la victoire. Et tous les autres pays ont été occupés et donc vaincus à un moment, même si ils ont été libérés par la suite. Et toute l'expérience de la collaboration a abîmé et a compromis le patriotisme dans ces pays, puisque une partie est allée vers la collaboration, et donc l'identité nationale de ces pays est compliquée. Alors qu'au Royaume-Uni, c'est très exactement le contraire. La guerre a été remportée aussi par l'orgueil national, par l'identité nationale qui s'est affirmée, qui s'est réaffirmée, notamment dans la bouche de Churchill. En plus, avec le fait que l'Angleterre était, pendant plus d'un an, était seule contre tous, n'est-ce pas, entre juin 40 et juin 41. Et cela fait une très grosse différence. C'est un peu comme pour la Russie. La Russie est sortie de la guerre, elle aussi, avec son identité nationale renforcée, parce qu'elle avait remporté cette victoire extraordinaire sur le front de l'Est. Et je pense que ça, c'est une différence absolument infranchissable entre le Royaume-Uni d'un côté et les autres pays membres de l'Union européenne de l'autre. Très bien. Aujourd'hui, quels effets, voire quels résultats a eu le Brexit sur le Royaume-Uni ? Très difficile à dire parce que le Brexit a été acté en janvier 2020 et à peine quelques semaines plus tard, il y a eu les confinements et la fermeture de l'économie par le Covid, ou plutôt par les décisions gouvernementales. Ce qui a eu un effet beaucoup plus fort, beaucoup plus grave sur l'économie que le Brexit, puisque au moment où le Brexit est entré en vigueur, il y avait encore une période transitoire qui a duré jusqu'à la fin de 2020. Et après 2020, il y a eu un accord de libre-échange. Donc, en fait, les biens, les services, les capitaux et les personnes transitent aujourd'hui à travers la Manche tout aussi facilement qu'avant. Quand on va en Angleterre, quand on vient sur le continent depuis l'Angleterre, on ne remarque pas grand-chose. Il peut y avoir des queues à Douvres quand il y a beaucoup de tourisme, quand c'est les vacances scolaires. Ça, c'est tout à fait vrai, mais grosso modo, le changement ne se remarque pas. Un tout petit peu en Irlande du Nord, on en parlera peut-être, mais sincèrement, ça n'a pas eu un impact très grave. Il y a d'autres facteurs qui ont eu un impact beaucoup plus grave. Le Covid, l'inflation qui est due à la création monétaire et la guerre en Ukraine. Toutes ces choses-là ont un impact beaucoup plus fort sur l'économie que le Brexit. Les opposants du Brexit prétendent à chaque fois qu'il y a un petit couac que c'est bien sûr la faute du Brexit, mais ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux. Justement, on en vient à ma question. Les médias, notamment français par exemple, nous présentent l'Angleterre sujette à des pénuries multiples, oui, à des factures d'énergie hors normes, et que ce serait la conséquence directe du Brexit. Alors pour les factures d'énergie, ça n'a aucun rapport puisque c'est au contraire le marché de l'énergie qui décide des prix. Pour les pénuries, elles sont totalement éphémères, elles n'ont aucun rapport avec le Brexit. Il y a eu effectivement une pénurie de salade à un moment ou de légumes frais, mais c'était à cause de la sécheresse en Espagne et ailleurs, là où on produisait moins de salade qu'avant. Il est vrai que la classe politique française et donc les médias français sont obsédés par cette idée que le Brexit aurait beaucoup nui à l'économie britannique. Emmanuel Macron, par exemple, a tenu à ouvrir une salle de change de la banque JP Morgan à Paris, qui a effectivement ouvert une nouvelle salle de change à Paris avec 800 employés. Et cela a été présenté par sa présence même comme une hémorragie qui viendrait de la City. La City commencerait à perdre des emplois à profit de Paris. C'était son grand rêve. Sans doute, certaines banques éprouvent le besoin d'avoir de nouveaux points de chute dans la zone euro, c'est sûr.
Je ne suis pas sûr que ces banques vont nécessairement choisir Paris, ils vont peut-être choisir aussi Amsterdam, Dublin, etc. Mais les 800 cambistes qui sont désormais à Paris sont à mettre dans la balance avec les 19 000 employés que JP Morgan a en Angleterre, à la City. Donc prétendre que la City va s'écrouler demain à cause du Brexit, c'est vraiment pas sérieux, et cela traduit une méconnaissance, tout comme Emmanuel Macron méconnaît les vraies raisons du Brexit, les vraies motivations politiques. Il méconnaît également les règles de l'économie qui, pour la City de Londres, sont évidemment des règles mondiales et non pas européennes. Parce que c'est vrai que c'est un point important que vous suggérez, parce que la question de la City, ça a été quelque chose qui a été longtemps débattu sur la question du Brexit, avec cet effondrement qu'aurait subi la finance anglaise, qui n'est finalement jamais arrivé. Il y a eu quelques jours de down, mais c'était pas... C'était assez intéressant d'ailleurs, la City a été divisée sur le Brexit. Il y avait certaines parties de la City qui étaient favorables au Brexit et d'autres qui étaient favorables au maintien. J'ai un ami français qui travaille à la City et qui me disait que tous ses collègues, tous sans exception, avaient été favorables au Brexit. Donc la City savait pertinemment que... Et d'ailleurs, le rôle spécifique que la City joue, le clearing, y compris pour la zone euro, alors que la City est évidemment en dehors de la zone euro, ce secteur-là n'a quasiment pas été touché, contrairement aux attentes de certains, par le Brexit. La City de Londres est une des places, peut-être la place financière la plus importante de la planète depuis le XVIIe siècle. Ce n'est pas le Brexit, ce n'est pas l'Union européenne qui a fait la City, ce n'est pas le commerce européen, c'est une place financière mondiale. Elle était avant, elle continuera après. Voilà. Je ne dis pas nécessairement que c'est une bonne chose. On peut beaucoup critiquer le rôle de la City dans l'économie anglaise. Elle dépend sans doute beaucoup trop de la finance, mais c'est une autre question. Toujours pareil, pour continuer un petit peu sur ces résultats du Brexit, nos commentateurs européens ont notamment pointé le cas de l'immigration. Que même l'Angleterre, retrouvant sa souveraineté, elle avait toujours ce problème de l'immigration. Et récemment, on a eu ce scandale en France, des affiches pour le Ramadan en ce moment, qui ont fait beaucoup parler, notamment les identitaires en France. Oui. Qu'en pensez-vous ? Il est malheureusement vrai que le Royaume-Uni, sous les premiers ministres qui ont succédé Boris Johnson, n'a absolument rien fait pour acter le Brexit. Et ça, c'est à déplorer. Il est à déplorer qu'aucune loi européenne n'a été annulée, aucun bénéfice n'a été tiré de cette possibilité, de cette liberté législative dont jouit désormais le Royaume-Uni. Et cela vaut aussi pour l'immigration. Et d'ailleurs, l'immigration au Royaume-Uni a battu tous les records en 2022. Il y a une immigration nette en 2022 de 500 000, c'est-à-dire une immigration brute d'1 million avec 500 000 départs, immigration nette de 500 000. C'est énorme, c'est un chiffre absolument gigantesque, d'autant plus que ce chiffre net est de l'ordre de 300 000 par an depuis au moins une vingtaine d'années. Donc l'Angleterre continue à aspirer. On peut le déplorer, c'est mon cas, je le déplore, je trouve que c'est excessif pour un pays que d'accueillir des centaines de milliers de personnes supplémentaires chaque année. Mais le fait même qu'il y ait cette immigration nette de, je répète, plusieurs centaines de milliers par an sur des décennies, montre bien que l'économie continue à aspirer du travail, de la main-d'œuvre. Les gens ne vont pas en Angleterre pour toucher des allocations. Ils vont en Angleterre pour travailler, que ce soit dans la drogue ou dans l'économie légale. Mais le fait même qu'il y a encore autant de gens qui se rendent là-bas montre bien que malgré tout, l'économie se porte relativement bien. Je répète, il y a beaucoup de faiblesses, mais ces faiblesses sont dues à d'autres raisons. Je pense pour ma part que l'économie britannique s'affaiblit en se droguant sur l'immigration, puisque cela peut avoir des effets économiques très négatifs, notamment l'afflux permanent de main-d'œuvre peu chère est très mauvais pour la productivité. Et la productivité au Royaume-Uni, elle est très basse quand on compare par exemple avec la France, puisque la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, donc la productivité est très faible.
Mais malgré tout, cela montre que d'une façon ou d'une autre, cette économie continue à prospérer. Est-ce que l'Angleterre a toujours les points liés par rapport à l'immigration dans le sens de la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne, etc. Oui, et ça c'est un autre élément à déplorer. Dans l'accord de retrait que le Royaume-Uni a signé avec l'Union européenne, le Royaume-Uni est obligé de ne pas quitter la Convention européenne des droits de l'homme. Et cela a un impact direct sur la politique d'immigration. Le gouvernement, depuis un an, essaye de renvoyer au Rwanda des demandeurs d'asile. L'idée, c'était de les mettre dans des avions et de les envoyer au Rwanda pour que leur demande d'asile pouvait être traitée physiquement en Afrique. Aucun avion n'a jamais décollé, pour la simple raison qu'un avion était prêt à partir avec 200 demandeurs d'asile, et il a suffi d'un coup de téléphone de Strasbourg pour que cela s'arrête. Et donc, en fait, le gouvernement britannique se trouve toujours aux ordres de Strasbourg, ce qui est évidemment inacceptable pour une démocratie comme le Royaume-Uni. Mais malheureusement, beaucoup de compromis ont été faits, dont celui-là, pour obtenir un Brexit avec un accord. C'était une partie du débat qui a eu lieu entre 2016 et 2020, c'était de savoir s'il fallait absolument un accord avec l'Union européenne ou alors si le Royaume-Uni pouvait quitter l'Union européenne sans aucun accord. Et dans ce cas, Londres aurait peut-être pu se libérer de la tutelle de Strasbourg. Concernant la politique en Angleterre, est-ce que le Brexit n'a pas marqué un point de rupture chez les conservateurs qui étaient unis derrière un candidat pour ce Brexit? Est-ce que maintenant, c'est pas un peu une désorganisation politique qui se passe en Angleterre? Non, je ne crois pas. Je pense que les années qui ont précédé 2020 ont effectivement vu un parti conservateur qui se ralliait finalement au Brexit, alors qu'il n'avait pas été favorable au Brexit avant le référendum. Mais tous les partis se sont ralliés au résultat de 2016. Le Parti conservateur plus encore que le Parti travailliste. Enfin, je dis tous les partis, les libéraux non, mais les grands partis ici. Et aujourd'hui, je pense que le parti est plutôt uni derrière la question du Brexit. Ce n'est plus considéré comme une question ouverte, on va dire, en politique. Il y a bien évidemment des personnes en dehors du Parti conservateur qui contestent et qui disent que le Brexit, c'est la cause de tous les maux. Mais ce n'est plus le sujet. Cela avait dominé la politique britannique pendant 4 ans, et ce n'est plus un sujet. Est-ce que le Brexit ne marque pas un point de rupture sur la stratégie de l'Angleterre, notamment sur une reprise de cette conception du grand large, de s'éloigner des affaires européennes? Bien sûr, c'était tout à fait le slogan Global Britain, c'était l'idée. C'est un slogan qui d'ailleurs avait été utilisé aussi pendant le référendum de 1975. L'idée était que l'Europe était trop petite pour l'Angleterre et que l'Angleterre devait effectivement se projeter dans le grand large. Donc c'est tout à fait cela. Et d'ailleurs, je vous avais parlé des plusieurs facteurs, n'est-ce pas, qui ont contribué au Brexit. Il y a donc le vecteur Global Britain, le vecteur, on va dire, mondialiste, qui est incarné par Boris Johnson, parce que Boris Johnson, n'oublions jamais, est né à New York et avait la double nationalité jusqu'en 2016, anglaise et américaine. Et il est porté aujourd'hui par son successeur, Rishi Sunak, qui est, on le sait, d'origine indienne et qui a un pied en Inde par sa femme. Donc il y a ce Brexit mondialiste, et il y a aussi un Brexit, on va dire, plus identitaire, plus enraciné, effectivement, qui, pour simplifier les choses, est davantage représenté par Nigel Farage, dont on parle aujourd'hui très peu par rapport à il y a quelques années. Très bien. Est-ce que le Royaume-Uni, dans sa structure politique, c'est-à-dire ses relations avec l'Irlande du Nord, l'Écosse, etc., a été ébranlé par le Brexit? Est-ce que ça a divisé le Royaume-Uni? Non, parce que là aussi, contrairement aux attentes, alors nous avons vu il y a quelques semaines, il y a un mois, la démission du Premier ministre écossais, ou de la Première ministre écossaise. C'est une défaite majeure pour les nationalistes écossais, le fait qu'elle ait quitté son poste. Elle l'a quitté pour plusieurs raisons, mais aussi parce qu'elle a compris que l'indépendance n'était plus réalisable.
indépendance, parce que les nationalistes écossais en fait voulaient rentrer dans l'Union européenne, donc l'Écosse ne serait pas devenue indépendante. C'est un peu comme les Catalans, d'ailleurs c'est à peu près identique. Mais elle avait compris que l'indépendance vis-à-vis de Londres n'était plus réalisable. Pourquoi? Parce que déjà en 2014, quand il y a eu un référendum sur l'indépendance écossaise qui a été perdu par les nationalistes, avec un écart de 10%, donc perdu de façon très nette, même en 2014, les nationalistes écossais avaient voulu garder la reine, ils avaient voulu garder la livre, ils avaient voulu garder bien sûr une frontière ouverte avec l'Angleterre. En fait, ils avaient voulu maintenir tout en place. Et ils avaient voulu donc continuer comme si rien n'était. Alors cela n'était plus possible en 2022, par exemple, 2023. Parce que si l'Écosse devait un jour quitter le Royaume-Uni, il y aurait bien évidemment une frontière dure avec l'Angleterre, ce dont les Écossais, même les indépendantistes, ne voulaient pas. Donc paradoxalement, le Brexit a rendu plus difficile encore, plus compliqué encore, la question d'une éventuelle séparation de l'Écosse. Et donc voilà, avec cette démission de Nicola Sturgeon, je pense que l'indépendance écossaise est renvoyée maintenant au calendes grec. John Leland, je vous remercie pour cet riche entretien. Merci beaucoup. Et puis on se dit pour un prochain entretien. Avec plaisir. Au revoir. Merci.